Bonjour à tous, alors à présent on va attaquer les annales. Mais avant cela on va faire un petit rappel de cours, très bref. Donc on avait vu les différentes unités de mesure, force, énergie, et toutes les autres grandeurs qui étaient utiles. On avait fait un petit rappel aussi sur tout ce qui est l'infiniment petit, l'infiniment grand. On a parlé de force et d'accélération. Donc on a les lois générales de Newton qui sont à bien connaître. L'accélération perpendiculaire ou normale qui est à connaître aussi. Et c'est surtout ce point vocabulaire qui est vraiment clé pour le jour du concours, parce que sinon on comprendra pas forcément l'énoncé. On avait vu les différentes forces visuelles, force gravitationnelle, force de rappel, électrique, magnétique, électromagnétique. Donc là on avait parlé plutôt des généralités. Les formules en rouge ici sont les formules qui sont les plus importantes. Après on a été plus loin en parlant justement de toutes les formules qui sont en lien avec chacune de ces forces. Donc on avait parlé de la force, de l'accélération, vitesse, trajectoire, mouvement. Donc pareil, les formules en rouge sont les plus importantes. Ici, on avait fait un bref mémo de toutes les formules importantes concernant les forces, avec un petit point sur le lycée. Donc là c'est un rappel de nouveau du lycée sur tout ce qui était de la trigonométrie. Donc surtout savoir que le sinus de 90 est égal à 1 pour la force magnétique. Donc ici c'est pas très important, c'était de nouveau pour comprendre d'où viennent les formules. La conversion mètre seconde, kilomètre heure. On avait attaqué aussi les énergies, en disant que l'énergie totale c'était l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On a défini l'énergie cinétique. On a aussi parlé de relativité restreinte, comme quoi quand on allait pratiquement aussi vite que la lumière, il y avait une relation intime entre masse et énergie. On avait même été plus loin aussi, en parlant de dualité onde-corpuscule, où on a dit qu'en fait derrière chaque onde il y avait une particule, et que derrière chaque particule il y avait une onde. C'est pour ça qu'on pouvait écrire cette relation, qu'on a simplifié ensuite par celle-ci, quand on va exactement à la vitesse de la lumière. Et on avait vu aussi la force, et le lien entre la force et le travail. Bien, allons au cœur du sujet maintenant, en parlant des annales. Donc on va commencer avec l'année 2017-2018. Donc la première question était sur un schéma. Et on nous disait en gros qu'il y avait un objet de masse m, qui avait une trajectoire elliptique, donc ça se voit, et une vitesse constante. Et ça c'est important à remarquer. Donc l'item A nous demandait si l'accélération tangentielle était nulle. Eh bien il fallait remarquer que la vitesse était constante, donc que le mouvement était uniforme. Donc on pouvait en déduire que l'accélération parallèle ou tangentielle, c'est la même chose, est nulle. Donc l'item A était vrai. Concernant l'item B, il nous demande si l'accélération normale ou perpendiculaire en M1, ici, est égale à celle en M3. Pour ça, il faut se souvenir de la formule dont on avait parlé, que l'accélération perpendiculaire était égale à la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. Ici on nous dit que la vitesse est constante, donc elle ne peut pas bouger dans ce cas-là. Seul le rayon de courbure peut bouger et changer donc cette accélération perpendiculaire. Sans même savoir exactement ce que c'est qu'un rayon de courbure, on voit ici en M1 que la trajectoire est pratiquement la même qu'en M3. Donc en fait on peut en déduire que le rayon de courbure est exactement le même. Donc sans même savoir ce que c'est, on peut dire que oui, le rayon de courbure est pareil, la vitesse est la même de toute façon. Donc l'accélération perpendiculaire en M1 et en M3 sont égales. Donc l'item B est vrai. L'item C, lui, nous demande si l'accélération perpendiculaire ou normale en M2 est plus grande que celle en M3. Et là, il faut bien comprendre ce que c'est que le rayon de courbure. Le rayon de courbure, c'est le rayon du cercle qui épouse au mieux la forme incurvée en un point. Donc là, concrètement, en M2, pour trouver le cercle qui épouse au mieux la forme, eh bien on trouve ce cercle-là. Donc un cercle vraiment très grand avec un rayon de courbure très grand. En M3, c'est l'inverse. C'est un tout petit cercle qu'on a, et donc un tout petit rayon de courbure, en fait. Comme moyen mémo, on peut se dire que quand le rayon de courbure est petit, comme ici, la déviation est grande, puisqu'on dévie totalement la trajectoire là. Par contre ici, le rayon de courbure est très grand, mais la déviation est légère, comme vous le pouvez le voir. Et c'est pour ça qu'on dit que quand
le rayon de courbure tend vers l'infini, alors la trajectoire est rectiligne. En gros, on va tout droit. Donc ici, on peut constater que le rayon de courbure en 2 est beaucoup plus grand que celui en 3. D'accord? Or, on sait que l'accélération perpendiculaire est inversement proportionnelle au rayon de courbure. Donc ça veut dire que le rayon de courbure en M2 était plus grand qu'en M3, et donc que l'accélération en M2 sera plus petite que l'accélération en M3. Donc là, l'item C était faux. L'item D nous demande si l'accélération perpendiculaire est nulle en tout point de la trajectoire. Or, on sait que le seul moment où l'accélération perpendiculaire est nulle, c'est quand on va tout droit. Or ici, la trajectoire n'est pas rectiligne, mais plutôt elliptique. Donc ça veut dire qu'une accélération perpendiculaire existe et qu'elle est différente de 0. Maintenant, d'après l'item E, la force exercée en 2 serait plus grande que la force en 1. Donc pour ça, il faut déjà partir de l'évidence. Ici, on va dire que la déviation est plutôt légère, donc ça veut dire que le rayon de courbure est grand, comme on l'avait déjà vu. Par contre ici, la déviation est vraiment forte, donc ça veut dire que le rayon de courbure est plus petit. Donc une fois qu'on a fait ce constat, que le rayon de courbure en 2 est plus grand que celui en 1, on sait que l'accélération est inversement proportionnelle au rayon de courbure. Donc on sait que l'accélération en 2 est plus petite que celle en 1. Et là, Newton lui-même nous dit que la force est proportionnelle à l'accélération. Donc ça veut dire que la force en 2 est plus petite que celle en 1. Donc là, l'item E était faux. Avec la question 2, on va plus loin puisqu'on a plus d'informations. Déjà, on nous dit que l'objet en question est une particule chargée positivement. On a aussi un champ magnétique B qui est uniforme, c'est-à-dire qu'il a la même intensité en tout point et qu'il est perpendiculaire au plan de la trajectoire. Et ça, on le voit aussi sur le schéma, puisqu'au final, cette espèce de point, eh bien, c'est bien un vecteur qui pointe vers nous et qui donc est perpendiculaire au plan de la feuille ou au plan de l'ellipse, si vous préférez. D'après l'item A, la force magnétique est dans le plan de l'ellipse. Bon, déjà on peut revenir au cours. On sait que la force magnétique est égale à la charge fois le produit vectoriel entre la vitesse et le champ. Et la définition même d'un produit vectoriel, c'est que c'est un vecteur qui est normal au plan formé par les deux vecteurs de base, donc VB. Donc ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, F est forcément perpendiculaire au plan VB. De plus, on peut voir ici que la force magnétique est forcément dirigée vers l'intérieur, que ce soit de l'ellipse ou d'un cercle. Donc, si on s'amusait à dessiner les forces magnétiques, ça ressemblerait plutôt à ça, en fait. Et donc là, on comprend vraiment que c'est forcément dans le plan de l'ellipse. Et quoi qu'il en soit, ce sera toujours dans le plan de l'ellipse ou dans le plan du cercle. Donc là, j'ai fait un petit schéma un peu 3D, on va dire, de ce qui se passe. Donc là, on a la vitesse, le champ et la force magnétique qui du coup est perpendiculaire au plan VB. Donc l'item A était vrai. L'item B nous dit que la force ne change pas la trajectoire mais change la vitesse. Eh bien c'est complètement faux puisque c'est l'inverse. La force magnétique cherchera justement à poser une vitesse constante et on va dire à circulariser la trajectoire. À la rendre plus circulaire. L'item C nous dit que la force magnétique va faire sortir la particule du plan de l'ellipse. Eh bien ça c'est archi faux parce que justement le mouvement se fait dans le plan VF. Donc il n'y a aucune raison à ce que F fasse sortir la particule de la trajectoire. Puis ça se voit sur le schéma de face. Et l'item D nous dit que la force magnétique est dirigée de M2 vers M4. Bien ça n'a pas vraiment de sens en fait parce que la force magnétique dépend de l'emplacement. Donc là elle sera dirigée vers là-bas, ici elle sera dirigée vers ici. Donc on peut pas dire au final qu'elle est tout le temps dirigée de M2 vers M4. Ça n'a pas de sens en fait, donc c'est forcément faux. Donc là la seule réponse vraie était la réponse A. Passons à présent à notre sujet avec la question 4. Donc d'après l'énoncé, on a une particule alpha qui est en fait un noyau d'hélium qui est chargé positivement 2 fois, donc 2 charges positives. Et ça c'est super important parce que ça va donner lieu à des pièges par la suite. Qui est situé entre deux plaques avec une différence de potentiel qui est égale à 10 puissance 6 volts.
on nous donne la charge élémentaire petit e, et on nous donne la masse de cette belle particule. Et on va se débrouiller avec tout le long de l'exercice. Voilà les amis, alors maintenant, on va comprendre un petit peu ce qu'on nous demande. Alors, l'item A nous dit que l'énergie cinétique est égale à 2 plus fois le champ grand E fois la charge élémentaire petit e à la fin de la trajectoire. Alors, bon, déjà quand on est stressé le jour du concours, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de voir ça, on se demande qu'est-ce qu'on nous veut, c'est quoi ce délire. Mais bon, quand on réfléchit posément, ici on a le champ grand E et on a une histoire de charge. Et ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à la formule de la force électrique. Donc là, il faut que je trouve justement un lien entre l'énergie et la force électrique. Et la seule manière de faire cette connexion entre énergie et force, c'est la formule du travail mécanique. Et là, on peut l'appliquer parce que justement, la particule va parallèlement à la force. En gros, c'est une trajectoire rectiligne, comme on l'a déjà vu. Donc, on peut poser cette formule. On peut dire que l'énergie est égale à la force fois la distance parcourue. Et déjà, ça c'est bien. Concernant la force en question, on avait dit que c'était une force électrique. Donc, c'est-à-dire qu'elle est égale à la charge de la particule fois le champ. Il faut noter aussi qu'on nous demande cette énergie à la fin du parcours, et ça c'est super important parce qu'au final, à la fin du parcours, on aurait parcouru la distance entre les deux plaques. Ça veut dire qu'on aurait parcouru petit d. Petit d, c'est ce qu'on note la distance entre les deux plaques. Donc, fort de toutes ces formules, on va passer à l'application. Donc, on avait dit que l'énergie cinétique était égale à la force fois la distance. Ici, on avait dit que la force était la force électrique, donc QE. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a ce fameux piège de la charge, puisque Q, la charge de la particule, est égale au nombre de charges fois la charge élémentaire. Et ici, on avait bien dit qu'on avait deux charges positives. On avait insisté là-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge de la particule est égale à plus de E. Donc là, en remplaçant Q par ça, on obtient que l'énergie cinétique est égale à plus de fois la charge élémentaire petit e, fois grand E le champ, fois petit d la distance entre les deux plaques. Donc là, l'item A était faux, puisque il n'avait pas prévu justement le fait que la distance entre les deux plaques allait s'incorporer dans cette formule. L'item B nous dit que l'énergie potentielle de la particule en fin de parcours est inférieure à sa valeur initiale. Donc pour vérifier ça, on peut déjà poser la formule de base qui est de savoir que l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Pendant la trajectoire, l'énergie cinétique va augmenter. Donc pour compenser, l'énergie potentielle, elle diminuera. Ça veut dire donc que l'énergie potentielle initiale sera forcément plus grande que l'énergie potentielle finale. Donc là, l'item B était vrai. L'item C lui va encore plus loin puisqu'il nous demande une vitesse exacte. Il nous demande si la vitesse est égale à ça. Bon. Face à une question pareille, je me demande quelle formule pourrait me donner une vitesse. Dans quelle formule est-ce qu'il y a une vitesse dedans? Et là je me dis, bah tiens, depuis tout à l'heure on parlait d'énergie cinétique. Bah celle de l'énergie cinétique me donne la vitesse. Puisque l'énergie cinétique est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Le seul problème avec tout ça, c'est que du coup on a deux inconnus, puisqu'on ne connaît pas la vitesse, mais on ne connaît pas non plus l'énergie cinétique. Bon. Donc là on peut reprendre la trame qu'on avait vue tout à l'heure. Donc on sait que l'énergie cinétique est égale à la force fois les distances, et on a trouvé ça par la suite. Donc tout ça c'est mignon, mais on ne connaît pas grand E qui est le champ. Et donc là il faut savoir que le champ est la différence de potentiel divisée par la distance petit d, puisque au final un champ électrique c'est bien en volts par mètre. Donc si on imbrique cette formule dans celle-ci, on obtient ça. Et là, oh, surprise, il y a petit d ici, et petit d ici. Et d sur d, ça fait quoi? Eh bien, ça fait 1. Donc, on obtient ceci. Et là, c'est déjà plus simple. Bien. Maintenant, on pourra s'amuser à coller ces deux formules de l'énergie cinétique. Donc, vu qu'on a ça ici,
On peut dire donc que ça est égal à tout ça. Donc là, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'isoler V. Donc on isole V carré, puis on isole. Au final, on a l'impression que ça fait beaucoup d'étapes, mais c'est parce que j'explique vraiment toute la trame. Mais c'est sûr que le jour du concours, vous n'allez pas écrire tout ça, vous allez écrire juste les étapes importantes. Hein. Donc là, on a isolé V. Et donc, on a la formule littérale. Donc maintenant, on va passer aux chiffres. Donc E, on sait que c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. On connaît delta V qui est égal à 10 puissance 6. Et on nous a aussi donné la masse de la particule en question. Bon. Quand c'est comme ça, moi je m'occupe d'abord des 10 puissances de quelque chose. Donc je m'occupe de celle d'en haut. Donc là, c'est comme si on fait moins 19 plus 6, ça nous donne moins 13. Ensuite, c'est comme si on faisait moins 13 plus 27 pour obtenir un 10 puissance 14. Et quand on fait racine d'une puissance, c'est comme si on divise la puissance par 2. Donc 14 divisé par 2, ça nous donne 7. Donc au final, on a tout ça fois 10 puissance 7. Et ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va s'occuper de ce petit bordel. Alors déjà, je vais faire la petite multiplication en haut. Donc 4 fois 1,6. Ce qui nous donne 6,4. Et donc bon, là on va pas chipoter, on est le jour d'un concours, on n'a même pas de calculatrice. Hein. Donc pour moi, tout ça c'est à peu près égal à 1. Donc pour moi la vitesse c'est égal à 1 fois 10 puissance 7 mètres secondes moins 1. Et voilà, on a trouvé la vitesse. Ah mais du coup, la C est fausse, du coup on a fait tout ça pour rien cocher. Bon bah tant pis, hein. C'est déjà ça de fait. Hein. Et enfin, l'item D nous dit que l'énergie est égale à 2 mégaélectronvolts à la fin du parcours. Alors déjà, ça sent les conversions. Hein. Bon. Donc on va partir de ce qu'on sait déjà. Donc là j'ai fait un peu la même trame pour vous expliquer d'où ça vient. Donc là on a la formule de l'énergie cinétique qu'on avait trouvée tout à l'heure. Et on remplace avec les chiffres. Donc on a la charge élémentaire 1,6 fois 10 puissance moins 19 et là la différence de potentiel 10 puissance 6. Et avant toute chose, je vais essayer de passer en électronvolts puisque là on est en joules. On est idée du système international. Donc pour passer des joules aux électronvolts, il faut diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc poser, ça donne ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici la charge élémentaire et ici de nouveau la charge élémentaire. Donc ça s'annule. Ça veut dire que l'énergie cinétique est égale à 2 fois 10 puissance 6 électronvolts. Mais nous, on ne demande pas des électronvolts, on nous demande mieux, on nous demande des mégaélectronvolts. Alors là, il faut juste faire la petite conversion d'électronvolts à mégaélectronvolts, on divise par 10 puissance 6. Donc pour ceux qui ont encore un doute sur ça, on avait déjà parlé justement de toutes ces unités de grandeur. Donc tout ce qui était kilo, méga, giga, qu'il fallait les apprendre dans l'ordre. Kilo, méga, donc méga c'était le deuxième de ma liste. Donc je faisais 2 fois 3, ça veut dire que c'était 10 puissance 6. Donc on divise par 10 puissance 6. Donc ce qui nous donne 2. Et là l'item D était vrai. Et on a fini cette question. En réalité on pouvait aller plus rapidement concernant la dernière question. Pourquoi? Parce qu'on était déjà en électronvolts en réalité ici. Les électrons c'est quoi? C'est la charge élémentaire. Et la différence de potentiel c'est les volts. Donc plutôt que de tout développer, on pouvait juste écrire ça. Là j'ai juste développé la tension qui était 10 puissance 6. Je garde E. Donc là au final, c'est juste une écriture différente, mais c'est la même chose qu'ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 fois 10 puissance 6 électronvolts, ou 2 mégaélectronvolts. Passons maintenant à l'année 2016-2017. Alors on va pas corriger ensemble la question 1, puisque de toute façon c'est plutôt du cours, vous aurez le temps de la voir vous-même. Par contre la question 2 est plus intéressante. On a un satellite géostationnaire, c'est-à-dire que il devra tourner avec la Terre pour se trouver tout le temps au-dessus de la même ville. Donc un satellite géostationnaire qui est au-dessus de Paris, et bien il sera tout le temps au-dessus de Paris. C'est comme ça. Et donc ce satellite géostationnaire, on nous dit qu'il a une vitesse angulaire qui est égale à 360 degrés sur 24 heures. Donc en gros, en une journée, il fait tout le périmètre du cercle.
Et on nous dit que la vitesse angulaire de ce satellite est égale à celle de la Terre, puisque oui, une rotation de la Terre, ça dure 24 heures, comme le satellite. Donc là, il faut faire attention, parce que on parle pas beaucoup de vitesse angulaire, et rien que de l'énoncer, en fait, on peut déduire ce que c'est qu'une vitesse angulaire et qu'une vitesse linéaire, et quelles sont les mesures derrière. Moi, quand j'entends vitesse angulaire, j'entends angle. Et qui dit angle dit radian. Donc ça veut dire que c'est du radian par seconde. Pour le système international, on parle. La vitesse linéaire, dans linéaire, moi j'entends mètre. Donc c'est du mètre seconde moins 1. Et ça c'est super important parce que vitesse angulaire n'est pas égale à la vitesse linéaire. Là l'item A nous dit que la vitesse linéaire du satellite est égale à celle de la Terre. Et l'item B nous dit que la vitesse linéaire du satellite est inférieure à celle de la Terre. Eh bien les deux sont fausses. Pourquoi? Eh bien sans faire de calcul, rien qu'avec un petit schéma on peut le démontrer. Là on a la Terre, notre belle planète bleue. On va dire que ici, on a Paris ou n'importe quelle ville. Au bout d'un quart de journée, Paris, il va faire ça. On est d'accord. Et par contre, le satellite, pour rester sur Paris, il devra opérer tout ça pour qu'en un quart de journée, il soit toujours au même point. Pourquoi? Parce qu'au final, le satellite a un plus grand rayon que celui de la Terre. Donc ça veut dire qu'il a un périmètre parcouru qui est forcément plus grand en fait. Et donc pour qu'il soit tout le temps au même point, sachant que son rayon est plus grand, eh bien il faut qu'il aille plus vite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une vitesse linéaire plus grande. Malgré le fait que sa vitesse angulaire soit la même, puisqu'en 24 heures il fait sa rotation tout comme la Terre. Donc c'est pour ça que A et B sont faux. L'item C et D nous demande d'exprimer la vitesse linéaire de satellite en mètres par seconde en fonction de pi et du rayon grand R. Donc là, qu'est-ce qu'une vitesse linéaire déjà? C'est une distance divisée par une durée. Et là, la distance parcourue, c'est le périmètre d'un cercle, sur 24 heures. Le périmètre d'un cercle, on sait que c'est égal à 2 pi r. Ça veut dire que la vitesse linéaire de ce satellite sera 2 pi r sur 24 heures. Le seul souci, c'est qu'on nous demande des mètres par seconde, et pas des mètres par jour. Donc, on devra convertir les heures en secondes. Donc pour l'instant, on a ça. On sait que dans une heure, on a 60 minutes, et que dans une minute, on a 60 secondes. Donc on peut poser ceci. Je mets les 10 puissance d'un côté, donc on a 10 puissance 2 ici. Je sais que 6 fois 6, ça fait 36. Donc on obtient ça. Là, on a déjà pas mal simplifié. Maintenant, de nouveau, on est le jour d'un concours. On n'a pas trop le temps. On n'a pas de calculatrice. Donc on va essayer d'aller vite en faisant simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais minorer 24 et je vais majorer 36. Donc je vais mettre que c'est à peu près égal à 20 fois 40. C'est un arrondi, ok. Ce qui nous donne 800. Donc là, on aura du 90. À peu près. Donc là, on va diviser par 2 en haut et en bas. Ça veut dire qu'on aura donc du pi r sur 40 000. Mètres secondes moins 1. Comme on l'avait dit, on avait arrondi. Hein. Mais là, il se trouve qu'il y a un item, l'item D, en l'occurrence, qui nous dit que cette formule serait en fait pi r sur 43 200. Et c'est relativement proche de ce qu'on a trouvé. Donc là, on pourrait dire que l'item D était vrai. Rien qu'avec des déductions. Après, pour information, sur internet, on pouvait trouver des formules qui étaient utiles, mais bon, de toute façon, le jour du concours, on n'a pas internet. Hein. Donc, ça nous disait en gros que la vitesse linéaire était égale à la vitesse angulaire fois le rayon. Et on nous donnait aussi la formule de la vitesse angulaire. Mais de toute façon, on pouvait s'en sortir sans ça. Hein. Voilà pour la question 2. La question 3, elle ressemble pas mal à ce qu'on avait fait tout à l'heure sur les forces électriques. Donc je vais pas développer ça dans cette vidéo, mais de toute façon vous aurez le temps de regarder la correction. Pareil, la question 4, c'est plus du cours en fait. Un peu de raisonnement, mais c'est pas très compliqué. Par contre, en 2015-2016, il y a un QTA très intéressant. Et j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Donc l'énoncé nous parle d'un proton. On nous donne sa masse, sa charge, qui est égale à la charge élémentaire. On est bien d'accord.
on nous dit qu'il va à une vitesse constante, V1, qui suit une trajectoire circulaire de rayon R1. Donc, ce qu'on voit ici. Puis, il va suivre une trajectoire de rayon R2, et R2 est égal à R1 plus 1 mètre. Il suivra du coup la vitesse V2 qui sera différente de V1. On nous parle d'un champ magnétique de 1 Tesla, qui du coup impose un mouvement circulaire et uniforme au proton. Donc, il va à la même vitesse. Ce schéma, il va falloir l'interpréter. Ici, ce point, comme on l'avait dit, c'est un vecteur qui pointe vers nous. C'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan de la feuille, d'accord? Donc ça, c'est très important à déduire. Comme V, la vitesse est sur le plan de la feuille, et que B est perpendiculaire au plan de la feuille, ça veut dire que V et B sont perpendiculaires. Et ça, c'est super important à remarquer. Le souci, les jours du concours, c'est que l'énoncé ne sera pas présenté comme ça. C'est un espèce de gros pâté et il faudra trouver ce qui est important. Et pour ça, il faut être méthodique. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de faire attention à quelles forces sont mises en jeu, si on a une ou plusieurs. Après, faut porter attention aux mots-clés qui caractérisent l'accélération, la vitesse et la trajectoire. Tout ça pourquoi? Eh bien pour déduire si la somme des forces est nulle, quand il y en a plusieurs, ou si les forces sont égales à la masse fois l'accélération. Appliqué ici, ça donne quoi? On n'a qu'une seule force, c'est la force magnétique, donc déjà c'est bien. Mots-clés, concernant la vitesse, elle est constante. La trajectoire est circulaire. Bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'une accélération perpendiculaire existe, vu qu'on va de manière circulaire. Une accélération parallèle est nulle, puisque la vitesse est constante. La somme des forces est forcément différente de 0, puisque la trajectoire n'est pas rectiligne et uniforme. On ne va pas tout droit à la même vitesse. On tourne en rond là. Donc, la somme des forces, ou plutôt la seule force qu'on a, ce sera égal à masse fois accélération. Et là, comme il s'agit d'une force magnétique, ça veut dire que la force en question sera égale à QVB sinus de alpha, c'est-à-dire la charge fois la vitesse fois le champ Tesla fois sinus de l'angle entre vitesse et champ. Après avoir fait ce travail justement de remise en forme de l'énoncé, eh bien ça ira plus vite pour la suite. Donc là, la question 17 nous demande quel est le rayon R1 en centimètres. Donc s'il y a bien une formule à connaître dans la force magnétique, c'est bien celle-ci. De manière générale, l'accélération perpendiculaire est égale à V carré sur les rangs de courbure. Ça c'est vrai où que ce soit, quelle que soit la force. Mais comme on est dans la force magnétique, l'accélération perpendiculaire est égale à QVB sinus de alpha sur 1. Donc on peut accoler au final ces deux formules. Sur le schéma, on avait dit que B pointe vers nous, donc il est perpendiculaire au plan de la feuille, alors que V lui est dans le plan de la feuille. Ça veut dire que V et B sont perpendiculaires. Ça veut dire que alpha est égal à 90 degrés. Et comme sinus de 90 est égal à 1, on peut dire que la force est égale à QVB. Ça veut dire que la force est maximale. En plus, comme la trajectoire est circulaire, on peut dire que le rayon de courbure est égal à R1. On peut donc noter ceci. Maintenant, eh bien, il reste à isoler R1, qui est ici. Donc déjà, je vais tout inverser pour que R1 soit en haut. Je vais mettre V carré de l'autre côté. Ça va donner ça. V carré sur V, ça nous donne V, bien entendu. Et là, on a une formule qui est épurée. Et on va travailler sur ça. Donc là, ici, on a la masse de la particule en question, fois sa vitesse V1 qui est égale à 10 puissance 6. Là, on a la charge, fois 1 Tesla. Bon. Ça et ça, on va dire que c'est à peu près pareil. Donc ça s'annule. Tout ça, c'est 1, quoi. Donc on a plus que des 10 puissances. Donc là, on fait 27, enfin moins 27, pardon, plus 6, ça nous donne moins 21. Et là, on garde 10 puissance moins 19. Et donc là, comme c'est une division, on fait moins 21 plus 19. D'accord? Donc on obtient du 10 puissance moins 2 mètres. Ou du 0,01 mètre.
ce qui nous donne 1 cm. Donc là, la réponse C était la bonne. La question 18, elle, nous demande la vitesse V2 en mètres par seconde. Donc là, elle va utiliser exactement cette formule-là, c'est juste qu'on remplace V1 par V2. Mais c'est exactement la même chose. On avait dit que R2 c'est égal à R1 plus 1 mètre, d'accord? Donc ça veut dire que R2 est égal à 1,01 mètre. Donc si on repose cette formule, on a ça. Là, on a du V2 carré, on a du V2 ici. Bon, si on divise V2 des deux côtés, ça nous donne ça. Un V2 tout court. On va l'isoler, ce qui nous donne ça. Bon, c'est déjà pas mal. Et maintenant, on va passer à la pratique. Donc, Q1,6 fois 10 puissance moins 19 fois 1 Tesla fois 1,01 kg. Le tout divisé par la masse. Bon, 1 fois 1,01, on va dire que c'est globalement égal à 1. Donc on se retrouve avec ça. 1,6 sur 1,67. Bon, on va dire que ça fait 1, c'est très proche. En les divisant. On obtient donc du 10 puissance moins 19 sur du 10 puissance moins 27. Et là donc on a moins 19 plus 27, ce qui nous donne 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Donc là c'était la réponse D qu'il fallait cocher. Et enfin la question 19 est plus compliquée. Elle nous demande le gain d'énergie delta E en mégaélectronvolts, attention, entre les deux trajectoires. Bon. Donc, si la vitesse augmente, l'énergie cinétique devrait augmenter, logiquement. La différence d'énergie cinétique, on avait dit que c'était l'énergie cinétique finale moins l'initiale. Donc, si on met la formule, ça devrait donner ça. Delta E sera égal à 1,5 fois n fois la différence de vitesse au carré, c'est-à-dire ceci. Donc on va poser, d'accord? Et là on met justement les valeurs qu'on a de la vitesse en 1, en 2. Bon. Quand on fait la puissance d'une puissance, c'est comme si on multiplie les puissances. Donc c'est pour ça que là on a 8 fois 2 et là 6 fois 2. On obtient donc ceci. Maintenant, on va pas s'amuser à faire deux têtes 10 puissance 16 moins 10 puissance 12. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le 10 puissance 12 est quand même beaucoup plus petit que le 10 puissance 16. Donc ça peut nous permettre de l'ignorer complètement en fait. Et de garder que le 10 puissance 16. C'est ce qu'on fera d'ailleurs. Donc là, si on remplace tout, donc on a 1,5 fois la masse fois 10 puissance 16. Donc là, on fait moins 27 plus 16, on obtient 10 puissance moins 11. Tout ça c'est en joule, puisqu'on a une unité du système international. Les unités du système international, c'est quoi? C'est les kilogrammes, les secondes, les mètres. Donc on obtient forcément du joule. Et nous, on veut des électronvolts. Donc pour passer du joule aux électronvolts, on doit diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ce que l'on va tout de suite faire. En posant ça, on voit que ça et ça déjà, ça se ressemble. Bah ça s'annule. Hein. Donc il nous reste plus que ça. Ici on l'a juste fait passer en haut ici. Donc on a 1,5 fois 10 puissance moins 11 plus 19, c'est-à-dire du 10 puissance 8. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on ne nous demande pas des électronvolts, mais des méga électronvolts, donc on fait fois 10 puissance moins 6. Donc on a 8 moins 6, ce qui nous donne 10 puissance de 2. Ce qui nous donne donc 50 méga électronvolts. Et là on a trouvé notre résultat, et c'était la réponse B qu'il fallait cocher.